Quand vous pensez à la Chine, vous pensez tous à la Grande Muraille de Chine ou l'armée de terre cuite. Mais savez-vous qu'elles ont toutes la même origine? Le premier empereur de Chine, Qin Shi Huang. Découvrons aujourd'hui l'histoire de l'unification de la Chine et celle de son premier empereur. C'est parti! En moins 259, la Chine est divisée en plusieurs royaumes. Qin, Qi, Chu, Yan, Han, Zhao et Wei. Ces royaumes se combattent pour la suprématie du territoire chinois. On appelle cette période les royaumes combattants. Durant cette guerre, un royaume se distingue en particulier. C'est l'État de Qin au nord, qui, grâce à des réformes militaires et administratives, a réussi à passer d'un État décentralisé et rural à un État riche et prospère, avec notamment une armée puissante. C'est dans ce contexte que naquit le jeune Ying Cheng en tant que prince héritier de Qin. 13 ans plus tard, le jeune Ying Cheng monta sur le trône à la mort de son père en moins 247. Toutefois, étant trop jeune, il est mis à l'écart et c'est le premier ministre, Lu Buwei, qui assure la régence jusqu'en moins 238. Une fois arrivé au pouvoir, il exécuta l'amant de sa mère, un opposant, et décida d'exiler Lu Buwei, lui aussi impliqué dans ce scandale royal. Profitant des réformes de ses prédécesseurs, notamment sur l'armée et l'État, il pouvait maintenant commencer son projet, unifier la Chine. Disposant maintenant d'une armée suffisamment puissante, organisée et disciplinée, il lança les campagnes militaires. Le royaume de Han tomba en premier sans grande résistance. Au même moment, profitant que Cao attaqua Yan, Qin décida d'envahir Chao. Chao se rendit notamment grâce à la manipulation et la corruption de ses cadres supérieurs. Quelque temps plus tard, se servant d'une tentative d'assassinat ratée, il accusa puis envahit Yan, mais ses troupes n'eurent pas le temps de finir la campagne, car le roi de Yan offrit la tête de son fils en échange de la paix. Qin les laissa tranquilles pendant 3 ans. 3 ans plus tard, Qin relança une invasion qui, en peu de temps, arriva à faire prisonnier la famille royale qui se rendit immédiatement. Le prochain était le royaume de Wei, dont la capitale capitula grâce à une stratégie meurtrière mais astucieuse de détourner les 2 fleuves de la ville pour l'inonder, ce qui marcha et fit capituler le roi. Après ces conquêtes, le royaume Chu fut désigné comme prochaine cible. Cependant, le royaume était grand et puissant, et, après une victoire initiale, les armées de Qin furent repoussées par Chu. Peu après, Qin retenta sa chance, et après des combats difficiles, l'armée de Qin prit la capitale, et la famille royale se rendit peu après. Il ne restait alors que le faible royaume de Qi. Se servant du fait que le roi Qi avait refusé de recevoir un émissaire Qin, Yin Cheng attaqua Qi, qui, avec une armée faible et démoralisée, se rendit vite. Il venait enfin d'unifier la Chine, le tout en moins de 10 ans. Après l'unification de la Chine, il proclama l'empire Qin et se proclama Qin Shi Huang, ce qui signifie premier empereur de Chine, et déclara par ailleurs que sa dynastie allait durer 10 000 générations. Régnant comme un despote tout en étant impitoyable, il commença la construction de la Grande Muraille de Chine pour protéger son empire des tribus nomades du Nord. Il créa aussi le canal de Lingkou. En parallèle, il lança la construction de plusieurs infrastructures, comme des canaux, des systèmes d'irrigation, ainsi que des routes, et créa un système postal. Et tout en essayant d'éviter le chaos de la période précédente, il initia, sous les recommandations de son premier ministre Li Qi, plusieurs réformes administratives ayant pour but d'abolir le pouvoir féodal, tout en centralisant le pouvoir. Par exemple, en forçant les riches à vivre dans la capitale. Il réorganisa aussi le territoire en 40 provinces. Il universalisa aussi les unités de mesure, les poids, la monnaie et surtout la langue, en standardisant l'écriture. Sur le plan philosophique, Qin Shi Huang pratiquait le légisme, une doctrine qui prône un gouvernement absolutiste et fort basé sur les lois. Qin Shi Huang appliquera ces principes à la lettre en brûlant lors d'autodafé des livres de pensée différentes ou en interdisant les autres styles de philosophie comme le confucianisme. Selon des archives d'historiens, il aurait même fait exécuter 460 érudits pour possession de livres interdits. Un autre trait assez marquant de Qin Shi Huang fut son obsession pour l'immortalité. Une obsession devenue folie. Pris dans cette folie, il but de nombreux soi-disant élixirs d'immortalité, plus toxiques qu'autre chose. Il aurait aussi envoyé plusieurs expéditions sur l'île de Jifu, dans le but de trouver la légendaire montagne Penglei, dans le but de trouver Ang Chi-Cheng, un magicien millénaire. Cependant, l'expédition n'est jamais revenue. Il aurait même créé un système de tunnels sous ses 200 palais pour soi-disant se protéger des mauvais esprits. Malgré cette quête folle,
Cela ne l'empêcha pas de mourir à 49 ans, probablement à cause du mercure composé par ses alchimistes dans ses élixirs. Il fut enterré dans son mausolée près de Xi'an, en Chine. Après sa mort en moins 210, c'est son fils Xinerchi qui lui succède. Toutefois, il ne régna que peu de temps, car, en moins 207, suite à des révoltes, il se suicida et l'empire chuta. La dynastie qui était censée durer 10 000 générations n'aura finalement duré que 15 ans. L'héritage laissé par Qin Shi Huang et son empire est considérable. Il a mis fin à des siècles de divisions et de guerres en unifiant la Chine. Il aura aussi contribué à mieux unifier son empire en créant un système administratif plus cohérent avec la standardisation des poids, de la monnaie, de la mesure et surtout de l'écriture. Il aura aussi aidé à mieux centraliser son empire et aura créé une bureaucratie pour administrer l'empire tout en réduisant le pouvoir des seigneurs locaux. Mais malgré ses réformes d'apparence progressiste, c'était avant tout un empereur tyrannique qui a brûlé de nombreux livres de pensée pour promouvoir sa propre idée et l'imposer. Et son régime était aussi marqué par des répressions sévères ainsi que des purges et des exécutions. Il aura aussi grandement contribué à la construction de la muraille de Chine ainsi que de nombreux travaux publics. Mais passons maintenant à l'un des plus grands héritages de Qin Shi Huang. Et non, ce n'est pas la grande muraille de Chine, c'est son palais. En effet, saviez-vous que sous l'armée de terre cuite se cachait en fait un immense palais souterrain? Ce palais a nécessité 36 ans et 700 000 personnes pour sa construction. À sa mort, on enterra le palais sous des tonnes de terre et d'arbres, tout en enterrant bien sûr les concubines avec l'empereur, ainsi que les ouvriers pour que jamais le secret du palais ne soit divulgué. Et ça a marché, car le tombeau a été découvert qu'en 1974 par des paysans qui creusaient un puits. Quelques mois après la découverte du palais, les archéologues ont découvert l'armée de terre cuite. Mais ce n'est pas le plus incroyable. Dans ce palais, il devrait y avoir de l'or, ainsi que plein de trésors et des statues de ses concubines, ainsi qu'un plafond représentant le ciel étoilé. J'ai bien dit devrait, car le palais n'a jamais été ouvert pour 3 raisons. Une, la sécurité. En effet, selon des textes de l'époque, il y aurait des pièges et surtout du mercure. Le mercure représentant les 2 principaux fleuves de Chine et en étant par ailleurs associé en Chine antique à l'immortalité. De plus, en analysant les sols, on a retrouvé, comme dit dans les textes, d'importantes quantités de mercure toxique. La deuxième raison, c'est le respect pour les ancêtres. Et la troisième, la principale, car on n'a pas la technologie pour. En effet, on a peur qu'il se passe comme avec le tombeau de Toutankhamon, qu'on détruise des sources et des parchemins en ouvrant le tombeau. Commençant roi d'une nation entourée d'adversaires dans un climat hostile, Qin Shi Huang a su, grâce à une gestion efficace de l'État, unifier la Chine en un seul empire, et son règne aura marqué la Chine, que ce soit par l'unification ou ses réformes. Cependant, sa réputation reste sujet à de nombreuses controverses et débats, car bien qu'on le reconnaisse pour ses travaux et ses innovations, c'était aussi un despote autoritaire et sanglant qui n'hésitait pas à exécuter ses opposants. Qin Shi Huang apparaît de nombreuses fois dans la pop culture, comme l'explique son apparition dans le manga Kingdom ou dans de nombreux jeux vidéo, bandes dessinées, sans oublier les films. Bon voilà, c'est fini, j'espère que ça vous aura plu. C'est quand même un sujet assez peu abordé en France, et je voulais donc le faire. N'hésitez pas à vous abonner, moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Tchuss!